Bien installé, on y va. Alors on a je sais plus, 60 slides pour 50 minutes. Donc ça va speeder un peu et je pense qu'on va faire quelques raccourcis pour avoir un petit peu tout. Aujourd'hui on vous parle de SSH grosso modo, c'est un back to basics, donc en fait on va parler un petit peu des fondamentaux de SSH. Et ensuite on va vous parler aussi de comment on gère ça at scale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus on prend un serveur unique chez OVH et puis on le gère comme un pet. On a plutôt des troupeaux de VM. Évidemment, la gestion SSH se fait un petit peu différemment et on verra un petit peu ça. Globalement, qui on est? Laurent Grangeot, Solution Architect chez Google. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton curriculum vitae? Écoutez, donc Laurent Grangeot, je suis chez Google depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, principalement développeur. Donc moi j'ai plutôt un persona développeur et mon ami Ludo à côté. Ouais, bah moi en fait j'ai été freelance jusqu'à dimanche et puis ensuite j'entre comme CTO dans une boîte qui s'appelle Duonix, une boîte parisienne qui fait essentiellement du DevOps sur toute la partie stockage de données. Évidemment, un grand merci aux orgas de nous avoir retenus déjà, d'avoir retenu notre pomme, contrairement à Riviera Dev. Bouh. Et puis merci aux sponsors qui permettent la conf, évidemment. Alors, SSH, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, SSH vient essentiellement pour remplacer des outils historiques qui étaient Telnet, Airlogin, etc. Ça a été créé en 95 par un Finlandais. Et puis, en fait, il y a une révision, une V2 qui est sortie en 2006. C'est rentré assez rapidement dans l'IETF, qui est un groupe, qui est une task force, qui s'occupe de promouvoir des standards pour Internet. Alors des standards assez bas niveau, assez infrastructurels, hein. Donc on trouve là-dedans, par exemple, SSH et toutes les notions d'algorithmie, de clés, de chiffrement symétrique, asymétrique, etc. Voilà, c'est un protocole essentiellement pour discuter entre deux machines, entre deux ordinateurs. Donc il y a évidemment le client, je suis désolé, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, qui est l'initiateur de la connexion, et le serveur qui écoute les requêtes du client, qui est le destinataire de la connexion. Ça s'appuie sur du TCP, contrairement par exemple à Mosh qui s'appuie sur du UDP. Alors Mosh et Teleport sont les principaux compétiteurs aujourd'hui d'SSH, qui a 25-30 ans maintenant. Mosh est surtout orienté pour faire du SSH-like, sur des réseaux intermittents. Donc c'est essentiellement orienté mobilité. Et puis Teleport, c'est une approche un peu moderne avec une web UI, etc. Et puis une gestion enfin, ça répond un petit peu à tous ces enjeux de gestion at scale. Mais voilà. Donc Secure Shell, donc le S c'est quand même pour Secure. Et donc, alors, on va revenir sur les fonctionnalités avant de parler de la sécurité. Donc, évidemment, c'est avant tout pour communiquer, envoyer des commandes à un ordinateur tiers, essentiellement un serveur, et récupérer le résultat de ces commandes. Mais on va dire que le protocole s'est montré suffisamment robuste et versatile pour qu'on s'appuie dessus pour faire un certain nombre d'autres choses, en particulier pour faire du transfert de fichiers, évidemment, avec du SFTP, du SCP, du AirSync. Alors AirSync en lui-même n'est pas une fonctionnalité SSH, ça s'appuie sur SSH pour communiquer et transférer des données. Ça fait transiter aussi des flux de données à travers du tunnel SSH, on va le voir tout à l'heure. On peut aussi faire des rebonds à travers des connexions SSH, donc aller atteindre une troisième machine à travers une deuxième, en particulier à travers le pattern bastion dont Laurent nous parlera. Et puis on peut aussi exposer un file system. Donc en fait sur votre machine, vous pouvez monter un file system qui est en fait stocké sur une machine distante à travers une connexion SSH. Globalement en fait depuis 25 ans il fait un peu le game, il plie un peu le game parce qu'il se montre très performant, très versatile et surtout il a su s'adapter à une composante qu'on va voir tout de suite, qui est une composante de course à l'échalote au niveau de la sécurité. Évidemment les capacités de calcul ont beaucoup évolué en 25 ans. Et donc la notion de conserver un protocole sécuritairement robuste est un enjeu fort. Et de ce point de vue-là, SSH plie quand même encore jusqu'à présent le game. Voilà. Bon, je pense on va passer assez vite là-dessus. Donc d'un point de vue sécurité, si on part un peu sur les fondamentaux, on a une sécurité en couche et vous allez voir qu'il y a différents niveaux de sécurité. D'abord, il y a une négociation des protocoles de chiffrement qui vont être utilisés entre le client et le serveur.
Ensuite, il y a une authentification des clients et du serveur à travers un chiffrement asymétrique. Ensuite, il y a la communication des données elles-mêmes, du flux de données, des commandes, des résultats de commandes, etc., qui se fait à travers un tunnel SSH qui s'appuie sur un chiffrement symétrique. On va revenir sur toutes ces notions. On a une identification du serveur. Alors, de base, elle est faite à travers la requête au serveur et le fait que ce serveur répond à travers le chiffrement asymétrique qui l'identifie donc. Non seulement ça l'authentifie, mais ça l'identifie. Par contre, at scale, on a des fonctionnalités un peu plus intéressantes comme le SSH fingerprint, dont Laurent nous parlera. Et puis on a l'intégrité des données par hache de données. Donc à chaque fois qu'on pousse une donnée au serveur, en fait le serveur vérifie l'authenticité, l'intégrité de la donnée à travers une vérification de hash. Alors, au niveau de la cryptographie, bon, on va déjà se mettre d'accord. On parle de chiffrement en français, pas d'encryption, ni de cryptage, ni de chiffrage. Alors, on a deux types de chiffrement. C'est le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Globalement, le chiffrement symétrique se fait à travers un secret. Donc, en fait, grosso modo, le sujet. Alors, l'objectif déjà. Je vais essayer de structurer le propos. L'objectif, c'est de transformer la donnée dans une donnée qu'on ne peut pas lire, qui est illisible et récupérable sans avoir accès à un secret, ce secret étant la clé de déchiffrement. Quand on fait du chiffrement symétrique, on chiffre la donnée avec une clé et on la déchiffre avec la même clé. Comment ça se passe ? Ça se fait à travers des algos qui sont relativement simples, qui sont des algos de transformation de données. Le plus connu, le plus simple, le plus basique des chiffrements symétriques, c'est de faire une opération XOR, bit à bit, sur la donnée qu'on veut chiffrer. Donc on a un 0, on fait un XOR, on obtient un 1 et inversement. Enfin voilà. Le gros avantage du chiffrement symétrique, c'est que c'est particulièrement véloce et que c'est extrêmement prédictif. Les algos de chiffrement sont quand même relativement simples. Alors on va voir tout à l'heure que c'est pas si facile que ça, c'est pas si évident que ça. Mais en fait, un des gros avantages, c'est que autant la lecture que l'écriture sont relativement prédictibles en termes de performance, puisque grosso modo, le chiffrement et le déchiffrement sont finalement une fonction et sa fonction inverse. Donc de ce point de vue-là, mathématiquement parlant, on va dire, c'est quand même assez simple. Et donc en fait, on a des perfs qui sont extrêmement bonnes. Et par ailleurs, aujourd'hui, on a un algo essentiellement qui s'appelle AES, que vous connaissez sans doute. Et le gros avantage, c'est que cet algo est tellement utilisé qu'il est directement câblé dans les processeurs aujourd'hui. Et donc, en fait, on a du chiffrement hardware. Un des gros inconvénients, c'est que ce pattern de chiffrement symétrique, toute la sécurité repose sur un point qui est le fait que le secret ne fuite pas. Or, c'est un secret partagé. Donc c'est un vrai problème. Un deuxième problème qui peut exister, c'est que cette clé, même si elle ne fuite pas, on peut éventuellement tenter de la découvrir par brute force. On va voir tout à l'heure, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Voilà ici représenté en 3D le chiffrement AES. Donc, alors les manipulations sont assez simples. Globalement, on prend les données, on en fabrique des matrices de 16 octets, donc une matrice de 4x4. Donc ça va s'appeler un bloc. Et contre cette matrice, on fait une opération mathématique qui peut différer selon les algorithmes. Et cette opération mathématique va transformer ce bloc à travers le mix avec la matrice de droite qui est une matrice de clés. Ok, qui est une matrice constituée de la clé. Ensuite, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'opérations. Donc, il y a des opérations qui sont essentiellement du déplacement de blocs. Donc, typiquement, si ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va avoir une opération qui va être de faire 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5. Et la ligne suivante, on va déplacer deux cases, etc., etc. Donc, en fait, l'essentiel de l'algorithmie dans AES se fait par manipulation de ces différents blocs et transformation de ces blocs à travers une opération mathématique de transformation contre une deuxième matrice qui est la matrice de la clé dans un premier temps. Et c'est ce qu'on appelle le mix colonne. Et ensuite, sur des opérations qui se basent sur le résultat de l'opération précédente. Donc en fait, on va prendre le bloc précédent comme, on va dire, clé, comme bloc de droite du mix de la colonne suivante. Et ensuite, on pad avec la clé elle-même.
Donc ce qu'on voit en fait, c'est que ces opérations, elles sont extrêmement simples et grosso modo, c'est assez simple de revenir en arrière, enfin de faire l'inverse, du moment qu'on connaît les données qui sont mises en jeu. Donc si on connaît la clé, globalement, c'est assez simple de reverse la fonction de façon à obtenir la donnée historique, enfin la donnée initiale, et donc en fait de faire du déchiffrement. Quand on fait de la brute force, globalement, il s'agit de récupérer, enfin de tenter d'identifier la clé par hypothèse. Et donc, évidemment, plus la clé est longue et plus la brute force sera compliquée, sera coûteuse à opérer de façon à retrouver cette clé. C'est un gros enjeu et on va le voir un petit peu plus loin. Le deuxième type de chiffrement, c'est le chiffrement asymétrique, qui se base là, non plus sur une clé, mais sur une paire de clés. L'objectif, c'est quoi? C'est de ne pas partager la clé qui permet le déchiffrement. C'est-à-dire que, grosso modo, on va avoir une clé publique qu'on diffuse à tous les interlocuteurs avec lesquels on veut communiquer. Cette clé va servir à chiffrer de la donnée. Un des gros enjeux, c'est que la clé publique permet de chiffrer la donnée, mais elle est incapable de déchiffrer la donnée. Elle est incapable de déchiffrer la donnée qu'elle a elle-même chiffrée. D'accord? Donc on est vraiment dans quelque chose d'asymétrique et la seule clé qui va permettre de déchiffrer cette donnée, c'est la clé privée. Alors oui, un petit point, on appelle cipher l'algorithme de chiffrement et on appelle ciphertext le résultat, c'est-à-dire la donnée chiffrée. La donnée chiffrée, c'est le ciphertext. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire? Alors oui, évidemment, pourquoi ces algorithmes de chiffrement asymétrique sont arrivés, c'est parce que, évidemment, dans la gestion des clés et des échanges qu'on peut avoir avec des interlocuteurs, il est beaucoup plus simple de se dire, on va diffuser une clé publique et peu importe qu'elle soit diffusée, et peu importe qu'elle soit largement diffusée et on ne maîtrise pas forcément sa diffusion, et ça c'est intéressant quand on a un grand nombre d'interlocuteurs. Sinon, évidemment, quand on est dans un chiffrement symétrique, la maîtrise de la diffusion de la clé est quelque chose de beaucoup plus problématique. Les inconvénients par rapport à ça, c'est essentiellement que les algos sont beaucoup plus complexes, on va le voir juste après, et on a quand même la nécessité de diffuser la clé publique, donc ça reste un sujet de la diffuser, ça reste un sujet de gestion. Et puis surtout, il y a quand même un problème qui est la fuite de la clé privée, donc on conserve ce problème-là. En termes de type d'attaque, le problème essentiel, c'est de conserver un algo sur lequel la clé privée ne peut pas être déduite de la clé publique. Parce qu'évidemment, il y a une relation entre ces deux clés, c'est vraiment un couple, et donc si la clé privée peut être déductible de la clé publique qui, elle, est largement massivement diffusée, ça veut dire que quelque part, on donne une espèce d'empreinte on a une empreinte de serrure qu'on file à tout le monde, et derrière, n'importe quel attaquant potentiel peut avoir l'envie de forger une clé depuis cette copie de la serrure. Alors justement, les algos de chiffrement asymétrique, il en existe différents types. Alors vous connaissez sans doute RSA, ECDSA, DSA, etc., etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Grosso modo, en fait, on a deux types d'algos. Alors aujourd'hui, l'algo le plus performant, c'est ED255-19, qu'on appelle aussi l'algo sur courbe elliptique d'Edouard tordue. Et donc je vous explique grosso modo. En fait, on a deux grandes familles d'algos. Les algos qui sont basés sur la factorisation de nombres premiers et les algos qui sont basés sur la résolution du logarithme discret. C'est des fonctions mathématiques, on s'en fout un petit peu. La factorisation de nombres entiers consiste à se dire, si on prend un nombre entier suffisamment grand, on peut se dire que ce nombre est le produit de deux nombres premiers. Les nombres premiers étant P et Q, ici, vous voyez. Et donc on se dit, donc le n, c'est-à-dire le nombre entier très grand, ça s'appelle le modulus. Et donc, en gros, ce qu'on se dit, c'est que ce nombre entier, si on connaît les nombres premiers qui ont permis de l'obtenir par produit cartésien, c'est donc qu'on connaît les P et Q, et donc ça veut dire qu'on connaît ces secrets-là. Donc, globalement, en fait, l'idée étant de se dire, le N, grosso modo, ça va être la clé publique, et les P et Q, c'est l'équivalent de la clé privée. Alors ça, typiquement, c'est RSA, c'est un algorithme que vous connaissez sans doute parce que quand vous forgez une clé SSH, c'est le genre d'algo qu'on utilise par défaut.
Un des gros intérêts de RSA, c'est qu'il a su se montrer assez versatile dans le temps, dans la mesure où en fait, en allongeant la taille de la clé, on garde quand même un bon niveau de sécurité. C'est-à-dire que RSA a commencé avec du 128 bits, 256 bits de longueur de clé. Aujourd'hui, grosso modo, en dessous de 2048 bits ou 4096 bits, grosso modo, les clés sont considérées comme trop faibles, de trop faible niveau de sécurité. Et donc, on peut déduire par brute force la clé privée depuis la clé publique. C'est-à-dire que les puissances de calcul ont été suffisantes pour rendre en fait ces clés de taille inférieure à 2 kilooctets trop faibles. Les algos de type DSA, ECDSA, EDDSA, etc. sont eux basés sur le problème de logarithme discret. Alors, ne me demandez pas, parce que moi je ne suis pas mathématicien, mais globalement, en fait, la résolution de ce problème de logarithme discret est relativement compliquée. Et donc, en gros, on va se balader sur une échelle logarithmique, et à partir du moment où en fait on a un résultat de logarithme, globalement, on est pour déduire le x qui a permis en fait à travers cette fonction logarithmique d'obtenir le résultat y, on peut considérer que c'est la clé publique, x est donc difficile à obtenir par fonction inverse, on va dire, et donc c'est un problème mathématique qui se montre suffisamment compliqué à résoudre pour se dire on ne peut pas déduire le x du y. Donc on utilise un nombre aléatoire, ça c'est un gros sujet au niveau du DSA. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction, ça va être un truc du type logarithme de x plus n, le n étant le nombre aléatoire. Et ce nombre-là, en fait, il est aujourd'hui, par brute force, on peut l'obtenir, ce qui fait qu'on peut ensuite déduire le x. Globalement, donc, cet algo de DSA, il est considéré comme pété depuis un certain temps. Je crois que c'est depuis 2013 ou quelque chose comme ça, donc ça fait à peu près 10 ans qu'il est considéré comme pas bon. Même si les autres algos, ECDSA, EDDSA, etc., s'appuient sur la même résolution de problème du logarithme discret pour procéder à un chiffrement, le principe de résolution, en fait, l'algo de résolution, les fonctions de résolution sont différentes. Sur DSA, on était sur une résolution par exponentiation modulaire. Alors là, c'est pareil, je vais laisser ça de côté. Les algos modernes, en fait, ECDSA, EDDSA, s'appuient sur un parcours de courbe elliptique qui se montre d'une part beaucoup plus performant et d'autre part, aujourd'hui, sont considérés comme sécures. Alors, sécures, oui, mais ça dépend lesquels. C'est-à-dire, ça dépend de la forme de la courbe. Et donc, en fait, il existe différentes formes de courbes. Alors là, c'est pareil, je ne vous ai pas mis les fonctions mathématiques qui permettent de forger la courbe. Mais globalement, il existe différentes formes de courbes. Par exemple, la courbe ECDSA est considérée depuis peu comme relativement faible, alors que la courbe ECDSA, c'est une courbe elliptique standard, alors que EDDSA s'appuie sur une courbe selon la formule d'Edouard, et on a ED 255-19 qui s'appuie sur une variation de cette courbe d'Edouard qui s'appelle la courbe d'Edouard tordue, et celle-ci est considérée comme aujourd'hui la plus performante. Donc grosso modo, tout ça pour résumer, on a un algo aujourd'hui qui se montre le plus performant, le plus véloce, le plus sécuritaire et qui présente l'avantage aussi de forger les clés de plus petite taille. C'est le ED 255-19. Donc grosso modo, aujourd'hui, c'est plutôt cet algorithme-là qu'il faut utiliser, même si le plus répandu reste encore RSA, parce qu'évidemment, il faut que les différents programmes applicatifs, donc les clients SSH, les serveurs SSH, etc., implémentent ces algorithmes. Donc aujourd'hui, l'algo, on va dire tendance, c'est le ED 255-19. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de forger les clés, pourquoi on les forgeait, à quoi elles servent, etc., il y a une question qui est comment on les stocke. Et donc, évidemment, les clés, elles sont générées sous forme de fichiers. Et donc, en fait, on a différents formats de fichiers. Alors, je vais passer assez vite là-dessus parce que finalement, c'est assez peu intéressant. Grosso modo, on va poser la clé sous une forme de fichier, donc sous une forme la plupart du temps texte ou binaire. Ces différents formats de fichiers, ils sont liés au fait que, par défaut, il y a deux types de clés. Il y a la clé publique et il y a la clé privée. Et dans le cas d'une clé symétrique, c'est une clé, on va dire, privée par défaut, bien entendu, puisqu'il ne faut pas qu'elle fuite. Et donc le stockage est complètement différent. Une clé publique, on peut la stocker sous une forme, on va dire, explicite et lisible,
Alors que la clé privée, il faut qu'elle ne puisse pas être lue n'importe comment, il faut qu'on puisse un peu maîtriser qui la lit et comment on la lit. Donc en fait, le format de fichier, le format d'encapsulation de cette clé peut lui-même procéder à un chiffrement, de façon à ce qu'on puisse ouvrir le fichier seulement avec un mot de passe ou ce genre de choses. Donc ces différents formats permettent d'avoir une certaine latitude par rapport à ça. Je vais passer assez vite sur le SSH Keygen. Donc pour générer une clé, on utilise une ligne de commande qui s'appelle SSH Keygen. Grosso modo, en fait, c'est un peu la boîte à outils qui permet de manipuler la clé, de la générer, de la lire, de la convertir dans différents formats, etc., etc. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout l'aspect, ok, on va se préparer à faire une connexion SSH, comment fonctionne le protocole SSH? Alors je vais aller encore une fois assez vite parce qu'on a beaucoup de notions à couvrir. Grosso modo, il y a 3 slides. Donc ça, c'est pour établir une connexion. Donc grosso modo, on a un client, il fait une requête SSH à son serveur. Le serveur est en écoute, on est sur le port 22, le serveur écoute bien sur le port 22 TCP, tout va bien. Donc on a d'abord une première étape qui est la négociation. Le client fait un handshake TCP, le serveur répond, ok, il y a une connexion TCP qui s'établit. À partir de là, le serveur présente les différents ciphers, les différents algorithmes qui sont à sa disposition et qu'il va savoir utiliser. Il présente aussi les différentes versions de SSH avec lesquelles il sait communiquer. Le client regarde ça, vérifie de lui ses capacités de son côté et grosso modo, il y a une négociation pour se mettre d'accord sur les algos qui vont être utilisés, la version de SSH qui va être utilisée, etc. Tout ça, c'est géré dans les différentes configurations. On verra ça vite fait tout à l'heure si on a le temps. On sélectionne les ciphers, on a une confirmation, la négociation est faite. Ensuite, on a une authentification et une diffusion des clés du serveur. C'est-à-dire que le serveur va pousser sa clé publique auprès du client de façon à s'authentifier. Le client stocke ça de son côté dans le fameux SSH known host, le fameux fichier SSH known host que vous connaissez peut-être. Ensuite, il y a une étape un peu compliquée qui s'appelle le Diffie-Hellman-Kex algorithme. Alors Diffie et Hellman sont les deux mathématiciens qui sont à l'origine de toute la théorie, de toutes les théories et les premières implémentations autour du chiffrement asymétrique. Et voici en gros le principe de ce Kex, de cet échange de clés de Diffie-Hellman. Grosso modo, l'objectif, alors je vous le fais assez vite en 2 coulées gros, l'objectif c'est que les deux parties, client et serveur, partagent une clé sans jamais se l'échanger. Partagent une clé sans jamais se l'échanger. Vous avez bien compris? C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, Alice et Bob, ils doivent tous les deux avoir une peinture marron, mais sans jamais s'être mis d'accord sur le fait que la peinture, elle est marron. D'accord? Ils se sont jamais dit ça. Comment ça se passe? Au départ, Alice et Bob échangent une peinture jaune. Ok? À partir de cette... donc ça, c'est l'échange qu'ils ont. Ok. Ils se mettent d'accord. Dans la réalité algorithmique, ça va être un grand nombre premier. Ensuite, Alice et Bob génèrent une paire de clés asymétriques. Donc, de chaque côté, il se génère un couple de clés asymétriques privé-public. Donc, en gros, ça correspond à ce couple-là. Okay. Ces clés-là, elles sont basées sur le grand nombre premier qui a été fait à la base. Okay. Donc, en fait, ici, on a le nombre premier, la clé privée, la clé publique. Ensuite, ils échangent leur clé publique. Donc, en fait, évidemment, ce résultat-là, ça donne une clé publique qui est ici marron, enfin marron beige, et ici bleu. Okay. Là, ils font un échange de leurs clés publiques. Ces clés publiques-là, enfin ces couples de clés asymétriques, là, elles sont temporaires. Donc, ces deux éléments-là et ces deux éléments-là sont temporaires. Ils ne servent qu'à la production de la peinture marron à la fin. Donc ils s'échangent leurs clés publiques, et de ces clés publiques, ils vont être en capacité de générer une clé symétrique. Okay. Et il se trouve que de chaque côté, ils vont générer une clé symétrique, et il va se trouver que miraculeusement, enfin pas miraculeusement, mais grâce à l'algorithme de Diffie-Hellman, il se trouve que la clé qu'ils vont générer, elle est la même de chaque côté. Donc en fait, de chaque côté, ils ont généré la même clé, mais sans le savoir. Enfin, sans s'être mis d'accord sur le résultat de cette clé. C'est cette clé-là, symétrique, et qui va être utilisée par le protocole SSH par la suite. Ok. Alors, il y a un... Donc voilà, ça c'est la séquence. Cette clé symétrique, c'est elle qui va être utilisée par le protocole SSH par la suite. Donc votre fameuse clé RSA que vous générez quand vous faites un SSH, elle ne sert que lors de l'établissement de la connexion, et ensuite elle ne sert plus pendant la communication. Cette clé ici, marron, là, cette clé symétrique, elle n'est pas forcément persistante tout le temps de la session. Il peut y avoir de la rotation de clés.
Cette rotation de clé, elle peut être configurée au niveau du serveur et elle peut être forcée, enfin la rotation de clé peut être forcée au niveau du client. Donc là, de ce point de vue-là, on est sur quelque chose de plutôt Sioux. Je finis ma séquence d'initialisation vite fait. Donc ensuite, on a l'authentification du client. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, de ce point de vue-là, maintenant, le client envoie, maintenant que le tunnel SSH il est monté grâce au chiffrement symétrique, le client pousse sa clé publique, on va dire, persistante, pas la clé publique temporaire qu'il a utilisée lors de cette étape-là. Donc la fameuse clé publique que vous générez vous avec votre SSH KeyGen, il la pousse de façon à ce que le serveur soit en capacité d'authentifier le client. Voilà vite fait. Et alors ça se fait comment? Ça se fait par un mécanisme de hash. Et enfin, on va pouvoir, à ce moment-là, commencer la communication SSH stricto sensu à travers l'envoi de commande. Il faut savoir que lors d'envoi de commande, chaque message qui est poussé par le client et chaque message qui est poussé par le serveur sont eux-mêmes hachés à travers les clés publiques, de façon à être vérifiés par vérification de hash de l'autre côté grâce à la clé privée. Donc en fait, chaque message est non seulement chiffré dans sa transmission, mais ensuite son intégrité est vérifiée par clé asymétrique. Donc vous voyez, c'est quand même un protocole relativement robuste. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, ça c'était vraiment la base, le b.a.-ba. Maintenant qu'on a vu tout ça, en fait, le problème qui se pose, c'est que quand on est sur deux serveurs, enfin un client et un serveur, la génération des clés, le partage de clés, etc., c'est relativement facile à faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 500 serveurs, 1000 serveurs, que les serveurs ils ont une durée de vie de quelques heures, comme dans le monde du cloud, ça devient un peu plus compliqué. Si on regarde juste ce qu'on vient de raconter, la rotation, au niveau de la clé symétrique, je viens de vous dire que globalement c'était géré, puisque en fait c'est géré directement par les programmes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de problème. Par contre, au niveau des clés symétriques, en termes de diffusion, faut copier le fichier à la main. En termes de confidentialité, au niveau des clés publiques, c'est pas un problème. Par contre, au niveau des clés privées, globalement, à part faire en sorte que le fichier soit en lecture seule, que pour l'utilisateur qui va bien, etc., il n'y a pas grand-chose de prévu, quoi. Et on a vu très rapidement tout à l'heure que les formats de fichiers n'étaient pas non plus, c'était pas non plus la panacée. Au niveau de la révocation, c'est-à-dire que si une clé a fuité, comment on fait pour la révoquer? Il n'y a pas de mystère. Il faut passer sur tous les serveurs qui ont la clé publique, leur indiquer que cette clé publique ne va plus leur servir, régénérer un couple de clés, rediffuser la clé publique, etc. Puis en termes de rotation, c'est pareil. Il n'y a rien de prévu. Très vite, au niveau de la configuration, alors ça c'est la configuration côté client, donc grosso modo on peut faire une configuration qui va permettre pour chaque serveur distant qu'on veut atteindre, lui indiquer quelle clé on veut utiliser, sur quel port on peut se connecter, parce que évidemment le port 22 c'est le port par défaut, mais on peut mettre celui qu'on veut. Et puis d'autres sujets du type est-ce qu'on veut de la compression de données, etc., etc. Côté serveur, on a énormément de fonctionnalités. Les deux que je vais vous citer vite fait, c'est ici la liste des ciphers qui sont disponibles. Donc si vous voulez rendre votre serveur plus robuste, par exemple, vous limitez le nombre de ciphers exclusivement aux ciphers qui sont les plus robustes, donc en gros le fameux EDD 255.19, etc., etc. Et puis ici vous avez la fameuse rotation de clés dont on a parlé tout à l'heure. À toi. Merci Ludo. Du coup, on a vu un petit peu la partie théorique. Je pense qu'on vous a tous endormis avec la partie théorique, parce que c'est un peu complexe. J'espère que non. Et du coup, on va essayer de regarder un petit peu maintenant pratiquement comment on va faire pour mettre en place tout ce qu'on a fait. Moi, à la base, j'ai voulu faire ce talk-là parce que je suis développeur. Donc, tout ce qui est connexion SSH, à part me connecter en SSH sur un serveur, je ne connaissais pas comment ça fonctionnait, tous les outils. Et c'est un petit peu en creusant, maintenant que je fais du cloud, que je me suis dit comment on font des get prod pour gérer 10, 100, 1000 serveurs, 10 000 serveurs, etc. Et donc, en gros, j'ai voulu détricoter un petit peu tout ce qu'on savait sur SSH pour essayer un petit peu de comprendre tous les outils et tous les fichiers qui partaient dans le protocole SSH. Alors le premier, c'est que on a parlé de la clé publique. Donc vous vous rappelez, il y a la clé publique et la clé privée. Chaque clé publique a un fingerprint, d'accord. Donc c'est un hash de la clé publique qui est ici un hash SHA-256 qui correspond à tout ce truc-là. Et en gros, le principe, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ce hash-là? Si par exemple, on a soit une compromission du serveur, soit une attaque de man in the middle, donc une personne qui est entre les deux,
la clé publique va changer, et du coup le hash va changer. Ce qui veut dire que quand on va vouloir se connecter au serveur, on va avoir un hash différent qui va nous être envoyé, et le client va dire « Ok, j'ai un hash différent de celui que je connais, est-ce que tu es sûr de vouloir te connecter ?» Ça, c'est le principe. Alors évidemment, ce n'est pas forcément tout le temps par des attaques man in the middle, ou ce n'est pas forcément tout le temps quand il y a des compromissions, mais ça peut être, vous avez changé de version de SSH, vous avez régénéré la clé, du coup il y a un hash différent, et à chaque fois que vous voulez vous connecter, il y a un warning en disant « Ok, est-ce que vous êtes sûr de devoir vous connecter ?» Ce hash-là, il est stocké dans un fichier côté client qui s'appelle le known host. Dans le dossier .ssh, vous avez un fichier qui s'appelle le known host ici, et qui va contenir le fingerprint de tous vos clés publiques de tous vos serveurs. Donc moi, si je peux vous montrer très rapidement, c'est une liste à l'après-vert. Si je fais un .ssh known host, j'en ai beaucoup. Voilà, j'en ai énormément. Du coup, il va falloir trouver un moyen, de manière en scalant, un moyen de pouvoir justement gérer tout ça. Et il s'avère que le fingerprint, on est capable de le stocker aussi côté DNS. Donc si vous avez un DNS privé chez vous, vous pouvez avoir un enregistrement de type SSH-FP pour SSH Fingerprint dans votre DNS qui va contenir le fingerprint de votre machine. Donc ici, guimbard.thegaragebandofIT.com. Et du coup, quand vous allez vous connecter en SSH, vous avez la possibilité de rajouter une option qui s'appelle Verify Host Key DNS Ask pour savoir si oui ou non la clé a été compromise. Ce qui fait que, par exemple, si moi, sur mon laptop, je change de laptop parce que j'ai oublié le mien, ou je suis sur un autre workstation, ou je suis sur un bastion, et que je n'ai pas ce fameux fichier non-host, en fait, je vais pouvoir requêter le DNS local, voir la fingerprint, et vérifier que la fingerprint est bonne. Comment ça fonctionne? Vous avez un petit peu la signature dans le DNS, avec le nom de la machine, le TTL, donc la durée de vie, la classe du DNS, donc là c'est in, c'est un enregistrement in, le SSHFP, l'algorithme utilisé, donc là le 4 c'est le D25519, le type de fingerprint, donc c'est du SHA-256, et le fingerprint en lui-même. Et en gros, on est capable, donc, en connexion, de pouvoir se connecter, de vérifier le host key, et de voir si oui ou non on est d'accord. Il faut savoir que le protocole SSH aussi, c'est ce qu'on appelle du tofu, Trust on First Usage. C'est-à-dire que la première connexion, vous allez vous présenter avec est-ce que vous voulez vous truster ce serveur-là. Et à partir du moment où vous avez trusté ce serveur-là, il va être trusté à vitam aeternam, sauf si vous le modifiez dans le fichier non-host. Et on va voir plus tard que ça a des conséquences. Et aussi, on peut aller vérifier avec SSH Keygen le fingerprint au niveau DNS en faisant un moins petit r de long de la machine, et vous allez avoir un enregistrement qui va vous être retourné. Donc on est capable de comparer les fingerprints du serveur versus le DNS, et c'est une compromission. Vous allez voir que il y a eu un problème. Quand il y a une compromission, justement, de fingerprint, vous avez un gros message d'erreur comme ça. Tout ce message d'erreur-là, en disant « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le même fingerprint, il y a quelque chose qui a changé, la clé publique n'est pas la même. » Et du coup, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous connecter? Par défaut, il vous interdit de vous connecter parce que le fingerprint a changé. Et il faut effacer l'entrée du fichier non-host. Alors vous vous rendez compte, sur mon fichier non-host, là, avec mes 300-400 serveurs, c'est un petit peu compliqué. Et donc, du coup, on a SSH Keygen qui va nous permettre justement d'avoir, avec un moins grand R, l'effacement de la machine, donc le fingerprint, pour pouvoir se reconnecter et réaccepter le nouveau fingerprint. Et on est capable aussi, avec SSH Keygen, de vérifier le fingerprint de la clé publique avec un -LF, et on a bien le fingerprint qui correspond au niveau de la clé publique de la machine. Okay. On est capable aussi, potentiellement, sur une machine, de pouvoir se connecter avec plusieurs users. Donc typiquement, moi, Ludo, d'autres personnes. Et si à chaque fois, chaque user voulant se connecter à la machine doit accepter le fingerprint de la machine, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu chiant. Donc on a aussi une façon de s'enregistrer dans le fichier /etc/ssh/ssh_known_hosts, donc au niveau de la machine globale, de l'enregistrer pour tout le monde. Une fois qu'on se connecte comme ça, les users n'ont pas à confirmer oui ou non le fingerprint. Donc ça, c'est au niveau de la clé publique, c'est quand on se connecte, on a un fingerprint, on est sûr et certain que c'est vraiment la bonne machine avec la bonne clé publique. Le souci, c'est qu'il va falloir se copier cette clé publique.
Donc vous avez la façon bête et méchante, donc qui est de copier cette clé-là en SFTP, en SCP, en ce que vous voulez. Et vous avez une manière un petit peu plus optimisée. Alors, cette clé publique, côté serveur, elle est stockée dans le authorized key, d'accord, authorized keys, pardon, donc le .ssh/authorized key. Et si vous regardez un petit peu chez moi, le authorized key, est-ce que j'en ai une? Non, j'en ai pas parce que je ne suis pas côté serveur. C'est pas grave. Mais vous avez la liste de toutes les clés publiques qui sont autorisées avec le user et le nom de la machine. Typiquement ici, je pourrais me connecter avec le user Fedora à la machine bienbard.thegaragebandofIT.com si et seulement si je lui envoie comme clé publique qui est ici. Et donc en fait, soit vous le faites manuellement, donc vous vous connectez sur chacun des serveurs et vous enregistrez ça à la main avec votre éditeur de texte préféré, soit vous avez un outil qui s'appelle ssh-copy-id qui va vous envoyer automatiquement la clé publique sur chacun des serveurs. Et vous pouvez faire un petit script bash si vous avez des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de serveurs, qui va vous faire ça au fur et à mesure. Évidemment, lors de la première connexion, puisqu'on ne peut pas s'authentifier avec des clés, vous allez devoir vous connecter via un login mot de passe. Généralement, un login mot de passe technique d'un admin, quelque chose, pouvoir se connecter à la machine, mettre la clé publique et du coup, je vous redonne la main. Et là, vous avez un petit peu tout ce qui se passe. Je vais y arriver. Je vais toujours pas y arriver. Ce qui se passe au niveau de la copie. Donc maintenant, on a le fichier non-host qui est rempli côté client. On a le fichier authorized-key qui est rempli côté serveur. Et on voudrait pouvoir s'y connecter. Alors la façon la plus simple de s'y connecter, c'est que vous êtes un SSH -i avec votre clé publique-privée, le point PEM dont parlait tout à l'heure Ludo, donc un point PEM ou un point PPCAP dépendant du format que vous avez pris, et vous vous connectez à la machine. Le souci, c'est que si à chaque fois vous faites un SSH -i avec votre clé publique de chacun des serveurs, si vous avez des centaines de serveurs à gérer, c'est un petit peu compliqué. Du coup, sur SSH aussi, on a ce qu'on appelle un agent SSH, qui est en gros un trousseau de clés. D'accord ? Donc, vous démarrez un agent sur votre machine, et cet agent-là va contenir la liste de toutes les clés autorisées à se connecter, donc toutes les clés privées à envoyer. Et comment ça fonctionne? Donc, vous démarrez un petit programme avec un eval SSH agent--s qui va vous démarrer l'agent avec un PID. Et en fait, en gros, il va vous générer un SSH underscore agent underscore PID qui va être le PID de la machine. Et par défaut, toutes les clés de type ID underscore RSA, ID underscore DSA, ID underscore EC-DSA et ED25519 et Identity sont gérées par défaut. Donc quand vous générez votre SSH, si on va aller ce SSH, vous avez par défaut ID RSA, OID ED25519. D'accord ? Et donc ça, c'est pris par défaut dans l'agent. Au niveau de l'agent aussi, quand vous voulez vous connecter par exemple à des serveurs qui sont derrière un bastion ou en privé, vous allez devoir vous connecter via un bastion. Un bastion, c'est quelque chose d'ultra simple, ou une jumpbox, hein, ça dépend comment vous l'appelez. C'est quelque chose d'ultra simple, c'est un serveur qui ne fait que SSH, qui est ultra sécurisé, et que la seule porte d'entrée, c'est le SSH, donc on va dire qu'on va essayer de ne pas se faire pirater. En gros, on est capable avec le SSH Agent de faire de l'agent forwarding, où en gros on se connecte sur la première machine bastion, et par rebond, le bastion va se connecter à la machine distante. Le problème, c'est que, je vous ai dit, quand vous faites un SSH Agent sur le bastion, il va vous créer un SSH underscore agent underscore PID, ce qui fait que si une personne mal intentionnée est root sur le bastion, et donc on est capable d'aller voir cette variable d'environnement, il est capable de voir toutes les clés qui transitent et donc les récupérer, et donc s'impersonnifier, et donc du coup avoir des fuites d'usurpé d'identité. En gros, pour faire différent, vous avez une option qui s'appelle -j, donc pour ce qu'on appelle un proxy jump, pour se connecter à une machine distante. Le principe, c'est quoi? C'est, vous voyez la ligne de commande ici, vous avez un SSH-j bastion thegaragebandofIT.com vers la nouvelle machine qu'on va vouloir se connecter, donc bienbard.thegaragebandofIT. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va se connecter au bastion via le SSH Agent. Le bastion va lui ensuite initier la connexion au niveau de la Guimbarde. Ah, j'ai plus de pile. Ah si. Et Guimbarde va lui réenvoyer la demande de connexion au niveau du SSH Agent
mais du côté client, côté laptop. Ce qui fait que sur le bastion, il n'y aura jamais aucune clé qui va transiter ou aucune identité qui va transiter. Et donc le bastion reste un bastion. Ok. Donc SSH Adjoint, c'est assez simple et assez sympa quand vous faites des connexions avec des centaines, voire des milliers de serveurs, voire des milliers de clés privées. Le problème, je vous ai dit, c'est que donc sur le SSH Adjoint, il ne prend par défaut que l'ID RSA, l'ID DSA, etc., etc. On est capable aussi, il y a un outil qui s'appelle SSH Add, d'ajouter vos propres clés. Si vous générez une clé privée par serveur que vous avez, vous pouvez les ajouter dans l'adjoint. Donc là, par exemple, j'ai ajouté mon ID D25519, et vous pouvez voir la liste de toutes les entités avec un moins grand L. Vous allez voir que ici, voilà, vous avez la clé publique qui est autorisée au niveau de l'agent. Et même principe, avec un moins petit L, vous allez avoir toutes les fingerprints des clés qui sont autorisées dans les SSH Adjoint. Donc on commence à avoir un trousseau d'outils avec SSH Copy ID, SSH Add, SSH Adjoint qui sont assez puissants pour aller se connecter à des dizaines, centaines, milliers de serveurs sans à gérer différentes clés. Le problème, c'est que quand on a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de serveurs, gérer des clés, si par exemple vous imaginez qu'on a des 1000 serveurs quelque part ici là, que vous êtes tous autorisés à se connecter à vos serveurs, vous avez chacun votre propre clé privée, votre propre clé publique, chacun votre laptop, vous vous rendez compte que c'est un peu compliqué pour gérer tout ça. Ça veut dire que chacun est responsable de ses propres clés, mais qu'est-ce qui se passe si vous oubliez votre laptop, si vous perdez votre laptop, comment on fait pour enforcer la sécurité? Et le problème de la gestion des clés, c'est qu'une clé, c'est un binaire, en gros. C'est un binaire, c'est du texte, mais il n'y a aucune identité associée à cette clé. Ça veut dire que si moi je donne ma clé privée à Ludo, Ludo va pouvoir se connecter à la machine en mon nom. Il pourra faire ce qu'il veut. Du coup, on a inventé aussi, SSH a inventé les certificats SSH qui va porter beaucoup plus de choses. Alors là, on va rentrer dans un domaine qui s'appelle ce qu'on appelle une PKI, une Public Key Infrastructure, où on va avoir comme SSL des certificats racines qui vont pouvoir générer les certificats en dessous FIS. Et donc du coup, une fois que les certificats FIS ont été générés, tous les serveurs qui ont le certificat racine associés dans le serveur vont pouvoir autoriser les certificats FIS. Et donc du coup, on est capable d'associer les identités directement au niveau des certificats. On est capable aussi d'associer des métadatas. On est capable d'associer une durée de vie au niveau des certificats. D'accord. Donc si le certificat dure que 6 mois, au bout de 6 mois, automatiquement, ça va être révoqué au niveau du serveur. Donc on va devoir régénérer un nouveau certificat. Et enfin, on enlève ce problème de tofu, Trust on First Use. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir besoin de dire est-ce que vous trustez ce serveur-là, puisque le serveur aura le certificat racine dans son côté serveur. Et donc tous les certificats qui vont être générés via le certificat racine pourront se connecter directement sans passer par toute cette lunette-là. Et donc en gros, ces certificats-là, pour les générer, on va déjà générer 2 certificats racines, un pour les serveurs avec la commande, cette commande-là SSH Keygen que vous connaissez maintenant au niveau des hosts, et un au niveau des clients. Ce qui fait qu'on aura 2 certificats, 2 types de certificats, un pour les serveurs, donc chaque serveur sera authentifié au niveau des certificats, et un côté user. Chaque user aura son propre certificat avec sa propre identité, et moi j'aurai ma propre identité, mes propres certificats, etc., etc. Pour générer ensuite les certificats par machine, donc la première chose à faire, c'est de régénérer une clé publique, une clé privée, pardon, au niveau de la machine, et ensuite de la signer via le certificat host CA. D'accord. Donc on va faire une demande de signature pour générer le certificat avec le host CA. Et vous voyez qu'on a ici l'identité du certificat. Donc je sais que le certificat, c'est pour guimbard.thegardebandavet.com. On sait que le nom de la machine, c'est guimbard.thegardebandavet.com. Et généralement, on fait du FQDN. Donc on a un serveur DNS associé, etc., etc. Et là, typiquement, on a une durée de validité de 52 semaines, où tous les ans, on est capable de régénérer un certificat pour les serveurs. Ce qu'il faut faire par contre, c'est que maintenant qu'on a un certificat certificat racine qui a été généré pour générer tous les certificats FIS en dessous, on va devoir mettre dans le non-host, le fichier non-host, non plus la clé SSH publique de chacune des machines, mais la cert authority, donc la clé publique du host du certificat racine, pour dire, OK, au moment où tu
a un certificat qui a été signé par le certificat racine, tu l'acceptes et tu peux te connecter. Ça, c'est pour les machines. Et on va faire un petit peu la même chose par utilisateur. Donc, on va générer une clé privée au niveau de l'utilisateur et on va la faire signer pour générer un certificat par le user SCA. Et donc, on va se retrouver avec un certificat qui a été généré et on va présenter ce certificat-là à chacun des serveurs où on veut se connecter. Et il n'y aura plus d'échange de clés publiques, clés privées, il n'y aura plus d'échange de gestion de clés dans tous les sens au niveau des laptops. OK. Maintenant, on va aller un cran plus loin. Pardon, on peut inspecter aussi un certificat qui a été généré. Donc si on fait un SSH keygen moins grand L moins petit f du certificat, on a vu qu'on a la clé publique, on a la clé publique, le fingerprint de la clé publique, le fingerprint du certificat racine, on a l'identité du certificat et la validité là ça dure 1 an, voilà. Et ensuite on a tous les users qui sont capables de se connecter avec ce certificat-là, donc que Fedora pour le coup. Et en gros, on est capable aussi dans le certificat de rajouter des extensions ou des commandes au niveau du serveur. Par exemple, là, on peut dire que grâce à ce certificat-là, on peut faire du extension forwarding, donc on peut avoir un départ d'écran au niveau SSH, mais on peut faire un deny ici, et l'utilisateur ne pourra pas faire un départ d'écran. Et donc on peut avoir des restrictions beaucoup plus fortes qu'avoir un simple clé publique, clé privée, gérer des choses au niveau du serveur. Alors maintenant, même principe, on a nos certificats qui sont un peu plus résistants, mais vous avez toujours généré vos certificats sur vos propres laptops. Le problème se pose maintenant si on est une entreprise de 1000, 10 000, 15 000 personnes, si on oublie notre laptop ou quoi que ce soit. Je vais vous présenter un petit peu deux façons de faire pour stocker les certificats. Le premier, le plus simple, c'est dans un LDAP. Généralement, vous avez un LDAP au niveau de votre entreprise, Microsoft Active Directory, voire du LDAP si vous faites que du Linux. On est capable d'ajouter un schéma qui s'appelle le LPK dans le LDAP. Donc c'est un schéma qui est propre à tout le monde. Donc on va rajouter une nouvelle config dans le LDAP. Et ensuite, on va créer un script qui va être capable d'aller chercher l'enregistrement public key de user quand on va voir se connecter. Donc on a une petite commande ici qui est propre à chacun, mais là vous avez par exemple le LDAP search du UID, par exemple moi L Grandjo. Il va récupérer mon attribut SSH public key et il va pouvoir le présenter à la machine pour pouvoir se connecter. La troisième étape, c'est au niveau côté serveur de faire un authorize key command du fameux script qui va faire la recherche sur le LDAP. Et comme ça, à chaque fois qu'on va vouloir se connecter à la machine, SSH lgrandjo@machine.com, non seulement le démon SSH va aller se connecter au LDAP, récupérer la clé publique et pouvoir se connecter, mais en plus, on n'aura pas besoin de gérer tout ça. Et enfin, évidemment, la dernière étape, c'est d'envoyer la clé publique qu'on a générée au niveau du LDAP, donc avec un modify, et du coup, la clé publique est stockée dans le LDAP. Donc là, on commence à avoir une architecture qui est beaucoup plus résiliente, beaucoup plus puissante, beaucoup plus centralisée pour avoir toutes les clés et les certificats qui sont gérés côté LDAP et stockés côté LDAP. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer, ce qui fonctionne plutôt pas mal. La deuxième, c'est d'utiliser un Vault aussi pour pouvoir générer des certificats à la volée et pour pouvoir justement générer des certificats temporaires qui ont une durée de vie, par exemple, d'une journée. Là, vous avez un exemple avec HashiCorp Vault, donc un Vault, qui en plus a une connexion soit à un LDAP, qui est un petit peu plus vieux, soit à un OIDC, si vous avez un keycloak qui traîne, quelque chose un peu plus, on va dire, moderne. À chaque fois que vous voulez vous connecter sur un host, vous allez faire une demande de signature d'un certificat, générer un certificat temporaire, connecter au host, ça va être beaucoup, beaucoup plus résistant. Vous avez tout le déroulé ici sur votre gauche de comment ça fonctionne. Mais en gros, voilà, on va générer une clé publique, clé privée, on va demander à Vault de la signer. Avec l'authentification par l'OIDC, Vault va générer un certificat temporaire et on va se connecter au niveau des hosts. La toute dernière chose que je voulais vous parler aussi, c'était sur le cloud, puisque sur le cloud, on est sur un environnement qui est plutôt dynamique. Donc on va générer des serveurs et générer des serveurs. J'ai François qui me mime derrière en me disant « accélère ».
Donc on a des serveurs qui vont popper dynamiquement, dépopper dynamiquement. Juste pour vous dire qu'on va différencier un petit peu deux approches. Une approche qui s'appelle une approche immuable, qui n'est pas immutable, immutable c'est en anglais. Donc immuable, où on va générer tout ce qu'on a dit là, à côté des certificats dans une Golden AMI, avec Packer par exemple. Et donc du coup, on va avoir une image qui va par défaut faire des requêtes LDAP. Et donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir ça à le gérer. Soit on va faire du Cloud Init, où à chaque fois qu'on va démarrer, lancer un serveur, on va injecter au runtime la clé à injecter. Le problème de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on va injecter une nouvelle clé, il va falloir refaire un coup de Cloud Init. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. La deuxième approche qu'on a, c'est si vous faites de l'infrastructure muable, on va faire peut-être plutôt du config management avec de l'Ansible, du chef du Puppet, ou si vous voulez rajouter une clé, vous allez rajouter une clé dans Ansible, lancer Ansible qui va se connecter à des dizaines, centaines, milliers de serveurs, rajouter ça, et puis du coup, vous allez pouvoir vous connecter. La dernière chose dont je voulais vous parler, Cloud oblige, côté GCP, on a un truc qui s'appelle l'OS Login. L'OS Login, en fait, c'est quoi? C'est juste une manière de centraliser et sécuriser, de non plus se baser sur des clés SSH et des comptes locaux, mais de déporter l'authentification et l'autorisation côté rôle IAM du cloud. Et donc, qu'est-ce que ça fait? On va supprimer le fichier authorized key, on va rajouter le fameux authorized keys command avec une commande propre à nous, on va pouvoir requêter le metadata. On va activer la fonctionnalité NSS qui, en gros, comment je récupère mon OS Login. Et enfin, on va modifier un petit peu le PAM, donc le Pluggable Authentication Module, donc le fameux truc où quand vous demandez votre login mot de passe, c'est le PAM, pour aller non pas chercher au niveau des comptes locaux, mais au niveau des comptes du metadata, au niveau du cloud. Et donc là, vous avez un petit peu une vision de comment on peut faire à scale sur des dizaines, centaines, milliers de serveurs, et surtout sur des serveurs qui pop à la demande, qui dépopent à la demande. Et je suis sûr qu'on est pile poil dans le temps, on a peut-être 30 secondes de retard. En tout cas, on voulait vous dire merci beaucoup. Le petit QR code que vous avez, si vous voulez le flasher, ça va vous rediriger vers les notes Open Feedback. Donc si vous voulez faire des Open Feedback, allez-y, dites si le talk était bien, pas bien. S'il n'était pas bien, pourquoi. Et du coup, on vous remercie beaucoup. Et il y a un deuxième QR code, c'est les slides. Voilà, vous avez les slides et en particulier donc sur ce même slide, donc on est sur un truc un petit peu récursif, vous avez un peu notre bibliographie, en particulier sur tous les aspects algorithmiques. Et il pleut sa maman. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si on a le temps pour les questions. Pas du tout. Non. Bah, merci beaucoup. Il faut aller manger.